Bonjour, je m'appelle Nana Ngo, je suis professeur au département de physique de l'Université Yaoundé 1. Nous allons vous faire la présentation de l'UE FI 3025 intitulée Mécanique quantique que nous allons dispenser au cours de cette année. Au cours de notre présentation, nous allons brièvement revenir sur l'objectif principal de la théorie quantique. Nous allons aborder quelques applications de cette théorie quantique. Nous allons décrire le contenu de notre UE, parler des acquis à l'issue de cette UE, quelles sont les ressources pédagogiques que nous allons utiliser au cours de notre enseignement. Nous allons évoquer la façon dont nous allons faire les TD et quelles seront les modalités d'évaluation. Nous allons vous donner quelques informations sur Google Classroom et Google Chat que nous allons abondamment utiliser. Et nous allons vous présenter l'équipe des tuteurs de l'unité d'enseignement qui a accepté volontairement de vous accompagner dans cette unité d'enseignement. On peut dire que la théorie quantique est la description de la matière et de la lumière à l'échelle nanométrique, c'est-à-dire que à 10 puissance moins 9. Autrement dit, l'objet quantique est 1000 fois plus petit que l'objet le plus petit objet du biologiste. Donc, l'objectif principal de notre UE sera de produire d'introduire les notions élémentaires et fondamentales nécessaires pour manipuler les objets quantiques. En clair, il s'agira de comprendre ce que c'est qu'un état quantique, c'est que nous représentons par un vecteur d'état. Nous effectuons la mesure par les opérateurs, avec les opérateurs linéaires. On va aussi voir comment le système évolue. Quand nous avons plusieurs sous-systèmes quantiques, comment est-ce qu'on les manipule? On les manipule en faisant appel aux produits tensoriels. Et on va donc voir que quand plusieurs systèmes quantiques sont mis ensemble, ils peuvent avoir une propriété qu'on appelle l'implication quantique. Nous allons aussi aborder donc la notion de fonction d'état qui est la projection d'un vecteur d'état dans un espace continu. Pour ce qui est des applications, depuis les années 60-70, la théorie quantique a permis à la technologie d'évoluer vers la miniaturisation. C'est ainsi que la puissance des ordinateurs, d'après la loi de Moore, a doublé, c'est-à-dire a doublé tous les 18 mois, parce que Intel avait réussi à mettre en place une technologie qui permettait de mettre un nombre important, des milliards de transistors sur une toute petite puce. Grâce aussi à la première révolution quantique, on a ce qu'on appelle grosso modo, de manière vulgaire, les scanners. Autrement dit, aujourd'hui, on est capable de faire la résonance magnétique nucléaire. Toute la technologie que nous avons autour de nous, les écrans plasma, les lasers, les téléphones, les ordinateurs laptops et tout ça sont les fruits donc de la première révolution quantique. On estime à 50-60% la richesse mondiale produite par cette première révolution quantique. Depuis donc la fin des années 2000, on a atteint la phase où on ne peut plus diminuer les transistors, c'est-à-dire augmenter leur nombre sur une puce, parce qu'on est carrément à l'orée, on est au stade où les effets quantiques deviennent prédominants. La prise en compte donc de ces effets quantiques a donc donné naissance à une nouvelle technologie. Aujourd'hui, on parle des circuits quantiques, des circuits qui se comportent autrement et prennent donc en charge les effets quantiques. En prenant donc
en compte ces effets quantiques, les majors de l'industrie digitale se sont donc tous lancés dans la construction des calculateurs quantiques. Et c'est ainsi qu'en septembre 2019, Google a prôné, a déclaré avoir atteint la suprématie quantique qui lui permet de résoudre un problème difficile en 210 secondes. Ce qui prendrait, la résolution de ce problème-là prendrait au meilleur supercalculateur quantique actuel, supercalculateur classique actuel, 10 000 ans pour le résoudre. Donc, ce que vous comprenez, ce qu'on comprend là tout de suite, c'est que les calculateurs quantiques permettent de résoudre en un temps infiniment petit un certain nombre de problèmes que les ordinateurs classiques mettraient des siècles à résoudre. Pour ce qui est du contenu de notre unité d'enseignement cette année, nous allons, à travers des expériences contemporaines simples, comme l'interférence à une particule, mettre en évidence le fait que la théorie quantique est une théorie essentiellement probabiliste. C'est-à-dire quoi? Nous allons voir comment un objet quantique, tout en empruntant un seul chemin, explore tous les chemins possibles. Au chapitre 2, on a un système quantique, il faut être capable d'extraire l'information de ce système. On verra donc comment, en utilisant un maître mathématique appelé opérateur linéaire, que nous allons exprimer très souvent sous forme matricielle, on peut extraire l'information de notre système quantique ou alors effectuer la mesure sur le système. Au chapitre 3, les principes qui ont été dégagés au chapitre 1 et au chapitre 2 vont être regroupés sous forme de postulats et on va ajouter à cela un autre postulat appelé le postulat d'évolution qui, vous le connaissez même déjà, s'exprime sous forme d'équation de Schrödinger. Dans l'ensemble, nous allons appliquer ces postulats-là à des systèmes à deux niveaux qui, sur le plan matriciel, s'expriment par des matrices carrées de dimension 2. Il nous arrivera rarement de manipuler des systèmes de dimension 3. Par la suite, au chapitre 4, nous allons essayer de voir comment on peut décrire des états à deux ou plusieurs objets quantiques et comment ces systèmes-là peuvent mettre en lumière ce qu'on appelle les corrélations quantiques. Au chapitre 5, nous verrons comment, ayant maîtrisé les notions des 4 premiers chapitres, on peut maintenant projeter notre système dans un espace continu. Quand on le fait, alors on a donc ce qu'on appelle des fonctions d'état qui, dans le langage habituel, est habituellement appelé fonction d'onde. Et quand ce système évolue, on a donc ce qu'on appelle un paquet d'ondes. Le dernier chapitre de notre unité d'enseignement sera consacré aux oscillateurs harmoniques. On verra comment utiliser le formalisme de Dirac étudié dans les chapitres précédents pour appliquer les postulats de la théorie quantique à un système simple comme l'oscillateur harmonique. À la fin de l'UE, l'étudiant qui a bien travaillé devrait être capable d'expliquer les concepts d'état quantique, de vecteurs d'état, d'amplitude de probabilité, d'opérateurs statistiques. Il devrait être capable d'appliquer les postulats de la théorie quantique et de calculer l'évolution d'un état quantique pour des systèmes discrets. L'étudiant qui a bien assimilé son UE devrait être capable de faire les calculs algébriques en notation de Dirac,
impliquant des systèmes simples ou des systèmes composés. Et il devrait être capable de comprendre la physique de l'évolution d'un paquet d'ondes, autrement dit, travailler dans un espace continu. Comme ressource pédagogique pour cette unité d'enseignement, nous allons abondamment utiliser le Classroom virtuel de Google mis à notre disposition par la Faculté des sciences. C'est un environnement extrêmement riche qui va nous permettre de faire beaucoup de choses. Les tuteurs ont aussi créé un Google Channel intitulé University of Yaoundé One Quantum, où vous aurez très souvent un ensemble de vidéos qui vont vous expliquer certaines TD, qui vont faire une présentation de l'UE. Donc, c'est un espace pour les étudiants, fait par les étudiants. Et nous aurons aussi un certain nombre de vidéos YouTube faites par d'autres personnes ou d'autres organismes que nous allons utiliser pour illustrer quelques notions de la théorie quantique. Et à chaque fois, autant que possible, on mettra les liens à votre disposition. L'un des sites pour diverses simulations que nous allons utiliser dans ce cours est le site de QVIS, donc le lien est donné. Pour ce qui est des ouvrages, nous avons déjà mis à votre disposition une version numérique de l'excellent ouvrage de Michel Lebellac, intitulé Physique quantique fondement. Nous vous conseillons aussi, pour ceux qui pourront avoir une copie, de l'excellente initiative à la physique quantique de Valerius Cariani. C'est un ouvrage qui présente la théorie quantique de manière simple, avec un minimum de formules. Il permet de comprendre la physique quantique la physique quantique moderne, si on peut s'exprimer ainsi. En 2003, nous avons commis un ouvrage intitulé Introduction à l'information quantique, simulation avec le Quantum Toolbox in Python, en abrégé QTIP, aux éditions universitaires européennes. Pour ce qui est des TD, nous avons 6 groupes de TD cette année et chaque groupe fera environ 80 minutes en présentiel par semaine. Et le reste des échanges, il y aura par groupe au moins une séance en distanciel entre les étudiants et les tuteurs afin d'apporter un complément d'information pour tous les étudiants qui en auront besoin. Cette semaine-ci, nous ferons la première, le samedi, nous ferons la première évaluation diagnostique. Elle consiste en quoi? Elle consiste à faire un test sur les prérequis et de voir ce que les étudiants possèdent ou ne possèdent pas. Nous avons donc commencé à cet effet à faire des révisions d'algèbre des matrices avec vous et cette évaluation portera essentiellement sur cette algèbre des matrices que nous allons, soit dit en passant, abondamment utiliser dans l'unité d'enseignement. Par la suite, à partir de la semaine prochaine, nous ferons des évaluations formatives. Chaque semaine, pour chaque chapitre, nous ferons une évaluation en ligne. Ceci fait partie de ce qu'on appelle la notion de classe inversée. Dans le paradigme de l'enseignement hybride, l'étudiant fait ses cours à la maison et vient en classe, en présentiel, avec l'ensemble des problèmes qu'il a rencontrés, que ce soit le cours, que ce soit le TD. Il a travaillé à la maison, ils ont travaillé en groupe. Vous revenez donc en classe, en présentiel, juste présenter vos problèmes et on vous apporte des éclairages par rapport à ceci. Toujours dans le cas de l'évaluation formative, vous aurez 2 travaux, 2 TPE à faire pour le chapitre 1, le chapitre 2, et le compte rendu sera fait aussi en ligne. Le dernier type, ou bien la dernière modalité d'évaluation est ce qu'on appelle les évaluations sommatives, que nous allons exclusivement faire en présentiel. Au début du mois de septembre, nous allons faire une évaluation sur les chapitres 1 et 4, 1 à 4. Ça portera sur les 4 premiers chapitres, évidemment, donc jusqu'au postulat d'évolution et les systèmes, l'ensemble, c'est-à-dire les systèmes mis ensemble.
L'UE s'achèvera donc au mois de janvier par une évaluation, par un examen final qui va compter pour 70%. Comme je le disais précédemment, la faculté des sciences a mis à notre disposition un Google Classroom que nous allons abondamment utiliser. Chacun d'entre vous a un email institutionnel, certains ont un email fac science, pour ceux qui sont de la fac science, et d'autres ont un email ENS. Ce sont les emails institutionnels qu'il faut prendre la peine de configurer. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, il faut y mettre une photo professionnelle, j'insiste, ce n'est pas un jeu. Il faut aussi, et nous insistons dessus, changer le mot de passe générique avec lequel on a créé votre, qu'on a mis à votre disposition lorsqu'on a créé votre account. Sachez que quand vous ne le changez pas, vous vous exposez à des désagréments importants. Quelqu'un peut utiliser votre email avec votre mot de passe générique et créer des dégâts. Et c'est à vous qu'on va accuser. Quelqu'un peut utiliser votre email institutionnel. C'est-à-dire que nous lançons un devoir en ligne, quelqu'un qui connaît votre mot de passe, parce qu'il est générique, utilise votre mot de passe, entre dans votre compte, et dès qu'il est entré, vous ne pouvez plus faire le devoir. Parce que les devoirs sont configurés de manière à ce qu'à chaque email adresse correspond une seule feuille de réponse. Donc, si quelqu'un d'autre entre, alors vous ne pourriez pas. Vous aurez beau dire, monsieur, je n'arrive pas à vous poster mes réponses, ce sera bien malheureux parce que vous aurez zéro. Sachez aussi que vous devez systématiquement utiliser votre email institutionnel pour accéder aux diverses ressources dans le Google Classroom, pour échanger avec les tuteurs et l'enseignant, pour faire vos diverses requêtes académiques et administratives. C'est votre email institutionnel qu'il faut utiliser. Lorsque vous êtes dans le Classroom, lors des échanges, dans le Classroom, dans le salon Google, il faut rester poli et respectueux. Prenez toujours la peine, avant de faire un post dans le flux du Classroom ou dans le flux d'un salon Google, de vous assurer que la question que vous voulez poser n'a pas été posée par un de vos camarades. Donc, n'ouvrez pas votre Google Classroom ou le salon Google et vous vous mettez à poser une question. Lisez d'abord les posts précédents. Comme je l'ai déjà précédemment dit, une fois par semaine, nous vous invitons à échanger avec vos tuteurs à une date et une heure qu'ils auront arrêté pour leur faire part de vos difficultés académiques. L'équipe de tuteurs en question est composée et nous avons 6 équipes pour 6 groupes. Le premier groupe a pour head M. Kevin Dam, qui est étudiant de Master 2 sortant en sciences des matériaux. Dans la même équipe, vous allez trouver Dorcas Yankam et Levine Foumeke, qui sont étudiants de biophysique. Le groupe 2 a pour head M. Tintio Michael, qui est étudiant en Master 2 EA, de même que Daniela Zonam, qui est étudiant de Master 1 EA. Ils sont accompagnés par Joséphine Bamal, qui est étudiant de M2 biophysique. Le groupe 3 pour responsable, aide d'équipe, M. Tegia Steve, qui est étudiant de doctorat deuxième année. Il sera accompagné de Madame Ariane Meigneux, qui est étudiant de M1 biophysique, et de Junior Tchachon, qui est étudiant de M1 sciences des matériaux. Le groupe 3 a à sa tête une dame, la charmante Orlane Zhang, qui est étudiant de M2 biophysique. Toute son équipe sont des biophysiciens. On a Romuald Bondor, Ernest Fosso, Ulrich Luca, M1 biophysique. Le groupe 2 aussi a sa tête une charmante dame, Flore Boyom, M2 physique nucléaire, accompagnée de Guy Tchabda, qui est étudiant de sciences matériaux, Laure Timchua, étudiant de sciences des matériaux, et Gerdine Bissoko, qui est étudiante de biophysique Master 1. La dernière équipe est supervisée par M. Mike Sao, qui est étudiant de doctorat première année de sciences physique nucléaire. Et il sera secondé par Laure Mougem, qui est étudiante de Master 1 sciences des matériaux.
Wilfried Fosso, qui est étudiant de M1 biophysique, et Rosalind Foucam, qui est étudiant de M1 centre de matériaux. Chers étudiants, sachez que l'an prochain, vous pouvez aussi intégrer l'équipe des tuteurs. Pour cela, il vous suffit juste de travailler et avoir au moins 80 sur 100 à la session normale. Et par la suite, donc, solliciter, participer à notre programme Give Back to the Community. Parce que quand vous êtes tuteur, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez aux autres ce que vous avez pu acquérir comme capacité. Pour cela, chers étudiants, il suffit de croire en vous. Croyez en vos capacités, alors vous pourrez y arriver. Notre équipe de tuteurs en 2019 n'avait qu'un seul tuteur, M. Tegia. En 2020, on avait 8 tuteurs, dont 3 dames. En 2021, nous avons 21 tuteurs, dont 10 dames. L'année prochaine, nous espérons avoir 30, voire 40, dont la moitié au moins seront des dames. Mesdames, Messieurs, voilà, faites la présentation de notre UE FI 325. Vous avez des questions, vous les postez dans les différents salons créés par les tuteurs pour vous. Vous pouvez aussi les poster dans le Classroom, le flux de Classroom. Je vous remercie.